Dans un monde où tout va trop vite, rester calme face aux tempêtes de la vie est devenu un véritable article. Le stoïcisme, cette philosophie antique née à Athènes, nous offre des outils puissants pour retrouver la paix intérieure et affronter chaque épreuve avec lucidité. Aujourd'hui, vous allez découvrir 10 règles simples mais profondes qui peuvent transformer votre rapport au stress, à la douleur et à l'incertitude. Ces principes ont traversé les siècles parce qu'ils fonctionnent, tout simplement. Et s'ils ont aidé les plus grands penseurs de l'histoire, ils peuvent aussi vous aider. Ce que vous allez entendre ici n'est pas de la théorie abstraite, mais une sagesse concrète, applicable au quotidien. Vous n'avez pas besoin de changer de vie pour commencer à penser autrement. Il suffit parfois d'une seule idée pour réorienter tout un destin. Dans cette vidéo, chaque règle sera une clé pour devenir inébranlable, quoi qu'il arrive autour de vous. Installez-vous, respirez profondément, et laissez cette philosophie vous guider vers plus de force intérieure. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Règle 1. Le stoïcisme, une force intérieure face au chaos. La vie est imprévisible. Un jour, tout va bien, et le lendemain, le chaos s'installe. Les problèmes arrivent sans prévenir, et parfois, on a l'impression de ne plus rien contrôler. Mais le stoïcisme nous rappelle une vérité puissante. Même dans la tempête, on peut rester calme. Ce n'est pas une magie, ni une fuite du monde. C'est un choix. Celui de ne pas laisser les événements extérieurs dicter notre paix intérieure. Imagine que tu es un rocher au milieu de l'océan. Les vagues se brisent contre toi, le vent hurle, mais tu ne bouges pas. Tu restes solide. Le stoïcisme, c'est ça. Ce n'est pas devenir insensible, mais apprendre à ne pas être emporté par chaque vague d'émotions. On ressent tout, mais on décide de ne pas se laisser submerger. La colère, la peur, la tristesse existent, mais elles ne nous contrôlent plus. Beaucoup croient que les stoïques ignorent leurs émotions. C'est faux. Ils les reconnaissent, mais refusent d'en être les esclaves. Si tu es triste, tu acceptes cette tristesse sans la laisser t'anéantir. Si tu es en colère, tu respires, tu réfléchis et tu agis avec raison. Le but n'est pas de supprimer ce qu'on ressent, mais de ne pas laisser ces sentiments prendre le dessus. Quand tout s'écroule autour de toi, tu as 2 options, paniquer ou garder la tête froide. Le stoïcisme te donne les outils pour choisir la deuxième. Au lieu de gaspiller ton énergie à te plaindre de ce que tu ne peux pas changer, tu te concentres sur ce qui dépend de toi. Tes pensées, tes actions, tes réactions. Le reste, tu l'acceptes, car le combattre ne servirait à rien. Prenons un exemple concret. Tu es coincé dans un embouteillage. Tu peux crier, taper sur ton volant, maudire le monde, ou bien respirer profondément et accepter que, pour l'instant, tu ne peux rien y faire. La situation ne change pas, mais ton état d'esprit, si. Et c'est là que réside ta vraie force. Le stoïcisme ne supprime pas les problèmes, il change ta façon de les vivre. Certains diront que c'est de la résignation. Mais non, c'est de la lucidité. Reconnaître ce qui ne dépend pas de nous, c'est se libérer d'un poids inutile. Au lieu de lutter contre l'inévitable, on dirige nos efforts vers ce que l'on peut influencer. Et paradoxalement, c'est comme ça qu'on reprend le contrôle. Pas sur le monde, mais sur soi-même. Bien sûr, ce n'est pas facile. Personne ne devient stoïque du jour au lendemain. C'est un entraînement quotidien. Un travail sur ses pensées, ses réactions. Mais chaque petit pas compte. Chaque fois que tu choisis la raison plutôt que la panique, tu deviens un peu plus fort. Un peu plus libre. Le chaos extérieur ne disparaîtra jamais. Les problèmes, les injustices, les frustrations font partie de la vie. Mais avec le stoïcisme, tu développes une armure intérieure. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Tu apprends à danser sous la pluie au lieu d'attendre que l'orage passe. Et ça, c'est une vraie puissance. Alors, la prochaine fois que le monde te semblera incontrôlable, rappelle-toi. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour rester debout. Les émotions viendront, mais tu n'es pas obligé de les suivre. Les tempêtes passeront, mais tu peux choisir de ne pas te laisser emporter. Le stoïcisme n'est pas une solution miracle,
mais une boussole pour traverser le chaos sans perdre ton nord. Et ça, c'est une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Règle 2. Ne pas réagir aux provocations. Imagine qu'on te lance une pierre. Si tu l'évites, elle passe sans te toucher. Mais si tu essaies de l'attraper, elle peut te blesser. Les mots méchants, les critiques, les insultes, c'est pareil. Ils ne font mal que si tu décides de les attraper, de leur donner de l'importance. Le stoïcisme nous apprend à rester comme un rocher, solide, immobile, indifférent aux vagues qui viennent s'y briser. Quand quelqu'un t'insulte ou te provoque, c'est comme s'il te tendait un cadeau empoisonné. Si tu refuses de le prendre, le cadeau reste avec lui. C'est son problème, pas le tien. La colère, l'humiliation, la frustration n'existent que si tu acceptes ce cadeau. Sinon, les mots s'envolent et tu restes intact. Ce pouvoir de choisir, c'est ça, la vraie liberté. Bien sûr, ce n'est pas facile. Notre premier réflexe, c'est de contre-attaquer, de se défendre, de vouloir avoir le dernier mot. Mais à quoi bon? Est-ce que ça rend la situation meilleure? Non. Souvent, ça l'envenime. Le stoïcisme nous rappelle que la meilleure réponse à une provocation, c'est parfois aucune réponse. Laisser l'autre parler dans le vide, comme un enfant qui crie pour qu'on s'occupe de lui. D'ailleurs, quand on y réfléchit, ceux qui insultent ou critiquent gratuitement sont souvent les plus fragiles. Ils projettent leur propre insécurité, leur colère, leur peur. En réalité, leurs mots en disent plus sur eux que sur toi. Alors pourquoi prendre personnellement quelque chose qui ne t'appartient pas? Ce n'est pas ton fardeau à porter. Prenons un exemple. Si tu marches dans la rue et qu'un inconnu te traite de tous les noms, est-ce que ça change qui tu es? Non. Ces mots n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. C'est comme si tu laissais un étranger décider de ta valeur. Absurde, non? Ton estime de toi ne devrait jamais dépendre des paroles de quelqu'un d'autre. Alors, comment faire quand la colère monte? Respire. Compte jusqu'à 10. Rappelle-toi que réagir sous le coup de l'émotion, c'est souvent ce qu'attend la personne qui te provoque. En restant calme, tu gardes le contrôle. Et souvent, c'est la meilleure façon de désarçonner l'autre. Le silence peut être une arme bien plus puissante que les mots. Ce n'est pas de la faiblesse que d'ignorer une insulte. Au contraire, c'est une force immense. Ça demande du courage, de la maîtrise de soi. Les réactions impulsives, n'importe qui peut les avoir. Mais choisir de ne pas entrer dans le jeu, ça, c'est réservé à ceux qui ont vraiment confiance en eux. Le stoïcisme ne dit pas qu'il faut tout accepter sans rien dire. Il dit simplement qu'il faut choisir ses batailles. Parfois, la meilleure victoire, c'est de refuser le combat. Tu économises ton énergie pour ce qui compte vraiment, au lieu de la gaspiller dans des conflits inutiles. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, souviens-toi, tu as le choix. Tu peux jouer son jeu, ou simplement hausser les épaules et passer à autre chose. Comme le rocher dans l'océan, tu peux laisser les vagues des mots s'écraser contre toi sans broncher. Parce que ta paix intérieure vaut plus que ça. Et au final, c'est toi qui auras gagné. Sans avoir eu besoin de dire un seul mot. Règle 3. Contrôle de soi, pas des autres. Combien de fois t'es-tu énervé parce que les choses ne se passaient pas comme tu le voulais? Un collègue qui ne fait pas son travail, un ami qui oublie ta fête, un inconnu qui te bouscule dans la rue. On passe notre vie à vouloir contrôler l'incontrôlable. Et à chaque fois, c'est la même déception. Le stoïcisme nous offre une alternative bien plus sage. Arrêtez de vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous. Prends une minute pour y réfléchir. Est-ce que crier après un embouteillage va le faire disparaître? Est-ce qu'insulter la météo va arrêter la pluie? Bien sûr que non. Pourtant, on dépense tellement d'énergie à lutter contre ces choses. La vraie sagesse commence quand on comprend cette simple vérité. Il y a ce qui dépend de nous, et tout le reste. Et tout le reste, ce n'est pas notre affaire. Ton patron est de mauvaise humeur? Tu ne peux pas contrôler son humeur. Mais tu peux contrôler comment tu réagis. Ton train est en retard? Tu ne peux pas le faire avancer. Mais tu peux choisir de profiter de ce temps supplémentaire.
C'est ça, le bouclier intérieur dont parlent les stoïciens. Une sorte de protection invisible qui te permet de rester calme quand tout autour de toi semble chaotique. Imagine que tu es capitaine d'un bateau. Tu ne peux pas contrôler le vent ni les vagues. Mais tu peux ajuster tes voiles, tenir ferme la barre, choisir la meilleure route. La vie, c'est pareil. Les événements extérieurs sont comme le vent, ils vont et viennent. Mais toi, tu gardes les mains sur ton gouvernail. C'est la seule chose qui compte vraiment. Certains vont dire, mais si je ne réagis pas, les gens vont marcher sur moi. C'est une erreur de compréhension. Ne pas réagir impulsivement ne veut pas dire ne rien faire. Cela veut dire choisir sa réponse avec sagesse. Parfois, la meilleure action est de ne pas agir dans l'instant, de prendre du recul, de réfléchir, puis d'agir de manière réfléchie, pas sous le coup de la colère. Prenons un exemple concret. Ton voisin fait du bruit tard le soir. Tu pourrais aller frapper à sa porte en criant. Mais est-ce que ça améliorerait vraiment la situation ? Peut-être qu'attendre le lendemain pour en parler calmement serait plus efficace. En agissant ainsi, tu gardes ton calme, tu préserves ton énergie et tu as plus de chances d'être entendu. C'est ça, le contrôle de soi en action. Le stoïcisme ne nous demande pas d'être passif. Il nous demande d'être stratégique. Au lieu de gaspiller nos forces à vouloir changer les autres ou les circonstances, on les concentre sur ce qui compte vraiment. Nos propres pensées, nos propres actions, nos propres réactions. C'est le seul domaine où nous avons un vrai pouvoir. Essaie cet exercice aujourd'hui. Chaque fois qu'une situation fâcheuse se présente, demande-toi, est-ce que ça dépend de moi ? Si la réponse est non, respire profondément et laisse aller. Si la réponse est oui, alors agis avec calme et détermination. Petit à petit, tu verras ta vie devenir plus légère, plus paisible. Car au final, le secret n'est pas de contrôler le monde autour de toi. Mission impossible. Le vrai pouvoir, c'est de te contrôler toi-même. C'est là que réside ta vraie liberté. Et personne ne peut te l'enlever. Règle 4. S'entraîner à réagir avec sagesse. La journée est terminée. Tu t'assois, seul avec tes pensées, et revois mentalement les événements de la journée. Ce moment où ton collègue t'a énervé, cette remarque qui t'a blessé, cette situation qui t'a mis hors de toi. Et si tu avais réagi différemment ? C'est exactement ce que les stoïciens appelaient l'examen du soir. Un exercice simple mais puissant pour progresser jour après jour. Imagine ton esprit comme un muscle. Sans entraînement, il reste faible, réagissant de manière impulsive à chaque provocation. Mais avec de la pratique, il devient plus fort, plus résistant. Chaque soir, en repensant à tes réactions, tu fais comme un sportif qui analyse ses performances pour s'améliorer. Ce n'est pas du temps perdu. C'est un investissement pour devenir une version plus sage de toi-même. Prends un exemple concret. Aujourd'hui, quelqu'un t'a coupé la route. Tu as klaxonné, crié, peut-être même fait un geste désagréable. Maintenant, dans le calme du soir, demande-toi, à quoi ça a servi ? Est-ce que ça a changé quelque chose ? Et surtout, comment aurais-tu pu réagir de manière plus constructive ? Peut-être en respirant profondément, en te disant que l'autre conducteur avait peut-être une urgence, ou simplement en laissant passer sans rien dire. Le but n'est pas de te juger ou de te faire culpabiliser. Personne n'est parfait, et nous avons tous des moments de faiblesse. L'important, c'est d'apprendre. De remarquer les schémas qui se répètent, les situations qui te font perdre ton calme, et de préparer des réponses plus sages pour la prochaine fois. Petit à petit, tu construis une sorte de bibliothèque de réactions appropriées dans ton esprit. Ce qui est fascinant, c'est que notre cerveau fonctionne par habitude. Plus tu t'entraînes à imaginer des réponses stoïques aux difficultés, plus ces réponses deviennent naturelles quand la situation se présente vraiment. C'est comme si tu programmais ton esprit à l'avance pour rester calme. Les philosophes antiques le savaient bien. C'est pourquoi ils insistaient tant sur cet exercice quotidien. Bien sûr, certains jours seront plus difficiles que d'autres. Tu auras l'impression de régresser, de retomber dans tes vieux schémas. C'est normal. Le chemin vers la maîtrise de soi n'est pas une ligne droite.
Ce qui compte, c'est de persévérer. Même 5 minutes de réflexion le soir peuvent faire une différence énorme sur le long terme. Un bon conseil, commence par une seule situation par jour. Choisis le moment où tu as le moins bien réagi et imagine au moins 2 autres façons dont tu aurais pu répondre. Avec le temps, tu pourras analyser plusieurs événements. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Tu verras qu'après quelques semaines de cette pratique, quelque chose d'étonnant se produit. Dans les situations stressantes, tu commenceras à entendre comme une petite voix dans ta tête. Une voix calme et raisonnable qui te soufflera. Attends, respire, comment pourrais-je réagir de manière plus constructive? C'est le signe que l'exercice porte ses fruits. Le stoïcisme n'est pas une philosophie théorique. C'est un mode de vie qui se pratique au quotidien, surtout dans ces petits moments de réflexion personnelle. Plus tu t'entraînes, plus tes réactions deviennent naturelles, jusqu'à ce qu'un jour, sans même y penser, tu agisses avec cette sagesse tranquille qui caractérise les grands esprits stoïciens. Et ça, c'est une compétence qui te servira toute ta vie, dans toutes les situations. Parce que le monde extérieur ne changera pas. Mais toi, tu auras appris à danser avec ces tempêtes plutôt que de les subir. Règle 5. La visualisation négative. Imagine ceci, tu perds ton travail demain. Ton partenaire te quitte. Tu tombes malade. Ces pensées te donnent des frissons? C'est normal. Pourtant, les stoïciens pratiquaient justement cet exercice déroutant qu'ils appelaient la visualisation négative. Pas pour être pessimiste, mais pour se préparer au pire, et ainsi mieux apprécier le présent. C'est un paradoxe étonnant. En imaginant ce qu'on redoute le plus, on perd souvent une partie de notre peur. Comme si notre esprit faisait des répétitions générales avant le spectacle de la vie. Quand tu visualises clairement une difficulté, elle devient moins abstraite, moins monstrueuse. Tu réalises que même dans le pire scénario, il y aurait des solutions, des alternatives, une manière de rebondir. Prenons un exemple concret. Tu stresses avant une présentation importante? Passe 5 minutes à imaginer le pire. Tu bégaies, tu oublies ton texte, ton public ricane. Maintenant, respire et demande-toi, est-ce que ce serait vraiment la fin du monde? Non. Tu pourrais en rire plus tard, apprendre de cette expérience, faire mieux la prochaine fois. Ce simple exercice diminue souvent l'anxiété de moitié. Les stoïciens allaient encore plus loin. Ils recommandaient de se rappeler régulièrement que tout ce que nous avons, notre santé, nos proches, nos biens, nous est simplement prêté par la vie. Cette voiture pourrait être volée demain. Cette personne que tu aimes pourrait disparaître. Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle t'apprend à apprécier ce que tu as maintenant, sans le tenir pour acquis. Bien sûr, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque ou de s'attendre constamment au désastre. La visualisation négative est comme un vaccin, une petite dose de poison pour se renforcer. Quelques minutes par jour suffisent. Le matin, imagine brièvement ce qui pourrait mal se passer dans ta journée. Le soir, reconnais que finalement, la plupart de tes craintes ne se sont pas réalisées. Ce qui est fascinant, c'est que cette pratique a un effet secondaire merveilleux. Elle transforme ta vision du quotidien. Après avoir imaginé perdre ta vue, tu ouvres les yeux le matin avec gratitude. Après avoir visualisé une rupture, tu étreins ton partenaire avec plus de tendresse. Le stoïcisme, finalement, est un chemin détourné vers une forme de joie profonde et lucide. Certains jours, quand tout va bien, cet exercice peut sembler inutile. C'est justement le meilleur moment pour le pratiquer, car c'est quand le soleil brille qu'il faut réparer le toit. En t'entraînant régulièrement, tu développes une résilience qui te servira quand les vraies tempêtes arriveront. Et c'est ceci aujourd'hui. Choisis une chose à laquelle tu tiens beaucoup, ton travail, une relation, ta santé. Imagine-la disparaissant soudain. Puis demande-toi, comment pourrais-je m'adapter? Quelles ressources ai-je en moi pour faire face? Tu découvriras souvent que tu es bien plus fort que tu ne le crois. La vie est imprévisible, c'est certain. Mais avec la visualisation négative, tu ne seras plus pris au dépourvu. Les coups du sort te toucheront, mais ne te briseront pas. Car au fond,
tu les auras déjà vécus 1000 fois dans ton esprit, et tu sauras que même les pires orages finissent par passer. C'est peut-être là le plus beau cadeau du stoïcisme, non pas une armure pour éviter les blessures, mais la certitude intérieure qu'on peut traverser toutes les tempêtes et en ressortir plus fort. Règle 6. La modération, un acte de liberté. Imagine un voilier en pleine mer. Si les voiles sont trop tendues, elles risquent de se déchirer. Pas assez, et le bateau n'avance plus. La vie, c'est pareil. Le stoïcisme nous apprend que la vraie liberté ne se trouve ni dans l'excès, ni dans la privation, mais dans ce juste milieu qu'on appelle la modération. Ce n'est pas une restriction, c'est au contraire la clé pour naviguer sereinement à travers les tempêtes de l'existence. Prends l'exemple de la nourriture. Manger trop gâche le plaisir et alourdit le corps. Manger trop peu affaiblit et prive de joie. Mais quand on trouve la bonne mesure, chaque bouchée devient un vrai moment de bonheur. C'est ça, la sagesse stoïcienne. Comprendre que la modération ne diminue pas les plaisirs, elle les intensifie au contraire en nous évitant la saturation et l'habitude. Pareil pour le travail. Travailler comme un forcené mène au burn-out. Ne rien faire conduit à la déprime. Mais un équilibre entre effort et repos permet de rester productif sans s'épuiser. Les stoïciens de l'Antiquité le savaient bien. Même dans nos activités, c'est la mesure qui apporte satisfaction et durée. La modération, c'est l'art de durer. Et nos relations avec les autres? Même principe. Trop de concessions et on se perd soi-même. Trop d'égoïsme et on finit seul. La modération ici, c'est trouver ce point d'équilibre où l'on sait à la fois donner et poser ses limites. C'est une forme de respect, envers les autres, mais d'abord envers soi-même. Le monde moderne nous pousse constamment aux extrêmes. Consomme plus. Travaille plus. Amuse-toi plus. Le stoïcisme nous propose une rébellion silencieuse. Refuser cette course folle. Choisir délibérément la simplicité, la juste mesure. Pas par ascétisme, mais parce qu'on a compris une vérité essentielle. Ce n'est qu'en se libérant de l'emprise des excès qu'on trouve la vraie liberté intérieure. Pratiquer la modération, c'est comme apprendre à respirer correctement. Ni trop vite, ni trop lentement. Juste ce qu'il faut pour que chaque cellule de ton corps soit oxygénée. Au début, ça demande de l'attention. Puis ça devient naturel. Et quand tu y parviens, tu découvres une sensation étrange. Tu es à la fois pleinement vivant et parfaitement calme. Certains croient que la modération est ennuyeuse. C'est tout le contraire. Celui qui mange du chocolat tous les jours finit par ne plus l'apprécier. Celui qui s'en prive totalement en rêve sans cesse. Mais celui qui en mange avec mesure, chaque carré reste un pur bonheur. La modération, c'est l'art de garder intacte la capacité à s'émerveiller. Comment commencer? Par de petits pas. Une journée par semaine sans écran. Un repas où tu manges en pleine conscience. Une conversation où tu écoutes vraiment au lieu de préparer ta réponse. Ces petits actes de modération sont comme des muscles. Plus tu les entraînes, plus ils deviennent naturels. Au fond, la modération stoïcienne n'est pas une punition. C'est un acte d'amour envers soi-même. Une manière de dire « je mérite mieux qu'une vie d'excès et de manque. Je choisis la voie du milieu, celle qui préserve mon équilibre et ma joie. » Et quand tu y parviens, tu découvres le paradoxe le plus beau. En te limitant volontairement, tu deviens infiniment plus libre. Libre de ne plus être l'esclave de tes désirs. Libre de savourer pleinement chaque instant. Libre, enfin, d'être vraiment toi-même. La modération stoïcienne ne concerne pas seulement nos actes, mais aussi nos pensées. Trop d'optimisme naïf peut mener à des désillusions, trop de pessimisme à la paralysie. Trouver le juste milieu, c'est cultiver une vision lucide mais non fataliste de la vie. Les stoïciens recommandaient d'envisager les difficultés sans dramatiser, mais sans les minimiser non plus. Cette pensée équilibrée devient alors un outil puissant pour affronter les défis sans être submergé par l'anxiété ou l'insouciance. Prenons l'exemple des biens matériels. Accumuler frénétiquement des possessions crée un stress constant. Peur de les perdre, besoin d'en avoir toujours plus. À l'inverse,
Vivre dans une austérité extrême peut rendre la vie difficile sans nécessité. La modération, ici, consiste à posséder ce qui est utile et plaisant, sans en devenir dépendant. C'est cette liberté intérieure que recherchaient les philosophes stoïciens, jouir des choses sans en être l'esclave. Même dans nos loisirs, la modération a son importance. Passer tout son temps libre à se divertir peut vider la vie de son sens, tandis que ne jamais s'accorder de pause mène à l'épuisement. L'équilibre, des moments de détente qui rechargent sans abrutir, et des activités qui nourrissent l'esprit sans l'épuiser. Le stoïcisme nous invite à choisir nos plaisirs avec discernement, pour qu'ils restent des sources de joie et non d'aliénation. Les émotions aussi demandent de la modération. Se laisser emporter par la colère ou la tristesse peut être destructeur, mais les réprimer complètement est tout aussi nocif. Les stoïciens ne prônaient pas l'absence d'émotions, mais leur gestion raisonnée. Pleurer une perte est humain, s'y noyer indéfiniment ne l'est pas. La modération émotionnelle, c'est accueillir ce que l'on ressent sans lui donner les clés de notre existence. La parole est un autre domaine où la modération s'impose. Trop parler, et l'on verse dans le bavardage inutile ou la médisance. Trop se taire, et l'on risque de passer à côté de connexions authentiques. Les stoïciens recommandaient de peser ses mots, de parler avec intention plutôt qu'impulsion. Une parole mesurée est souvent plus écoutée, plus respectée et surtout plus juste. Dans nos relations sociales, la modération se traduit par des limites saines. Dire oui à tout épuise, dire non à tout isole. Savoir doser sa disponibilité, c'est protéger son énergie tout en restant ouvert aux autres. Les stoïciens voyaient l'amitié comme un trésor, mais ils savaient aussi qu'elle doit être cultivée sans étouffement ni négligence. La modération, ici, est une forme de respect mutuel. Le temps lui-même gagne à être abordé avec modération. Se précipiter en permanence génère du stress, tandis que trop procrastiner mène à la stagnation. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on appellerait aujourd'hui la slow life. Agir avec calme et détermination, sans hâte ni inertie. Trouver son rythme, c'est donner à chaque instant sa pleine valeur, sans le sacrifier à l'impatience ou à la passivité. L'ambition aussi mérite d'être tempérée. Viser trop haut sans discernement peut conduire à la frustration, ne rien viser du tout à la médiocrité. La modération stoïcienne encourage à poursuivre des buts nobles, mais réalistes, en appréciant le chemin autant que la destination. C'est cette approche qui transforme l'ambition en une force constructive plutôt qu'en une source d'angoisse. La modération s'applique même à la pratique du stoïcisme lui-même. Se forcer à être parfaitement stoïque en toutes circonstances est une illusion qui peut créer de la culpabilité. À l'inverse, n'en faire qu'une philosophie théorique la vide de son sens. La vraie pratique est une oscillation douce entre effort et indulgence envers soi-même. C'est en acceptant nos imperfections que nous progressons le plus sûrement. Enfin, la modération est un antidote au perfectionnisme. Vouloir tout contrôler, tout réussir, est épuisant et vain. Les stoïciens enseignaient qu'il faut distinguer ce qui dépend de nous de ce qui ne dépend pas de nous. La modération, ici, c'est l'art de donner le meilleur de soi-même, puis de lâcher prise. C'est dans cet équilibre que réside une paix intérieure durable, capable de résister aux tempêtes extérieures. Règle 7. Fixer des objectifs alignés à ses valeurs. Combien de personnes courent après des succès qui, une fois atteints, ne leur apportent aucune satisfaction? Le diplôme prestigieux qui ne passionnait pas, la promotion dans un métier qui ne rend pas heureux, la richesse accumulée sans but réel. Le stoïcisme nous enseigne une vérité essentielle. Ce n'est pas la réalisation qui compte, mais ce qu'elle représente pour nous. Sans alignement avec nos valeurs profondes, même les plus belles réussites deviennent des cages dorées. Prenez l'exemple d'un athlète olympique. S'il s'entraîne uniquement pour la gloire ou l'argent, une blessure mettra fin à tout son monde. Mais s'il court par amour du sport et de la discipline, même un échec devient une leçon. Les stoïciens disaient qu'il faut vouloir ce que la vie veut, non pas se soumettre passivement, mais choisir des buts qui résonnent avec notre nature profonde. Ainsi, peu importe le résultat, le chemin lui-même a de la valeur.
Comment savoir si un objectif est vraiment le nôtre? Posez-vous cette question. Est-ce que je le poursuivrais même si personne ne devait jamais le savoir? La vraie motivation survit à l'absence de reconnaissance extérieure. Marc Aurèle, empereur et stoïcien, gardait toujours en tête cette distinction. Ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Nos buts personnels doivent servir notre croissance sans nuire à notre intégrité ou à autrui. Dans notre société obsédée par les résultats, cette approche est révolutionnaire. On nous apprend à viser haut, mais rarement à vérifier si nous visons dans la bonne direction. Un exercice stoïcien puissant consiste à imaginer sa propre fin de vie. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir accompli? Quel souvenir chérir? Ces réflexions révèlent souvent un décalage frappant entre nos objectifs actuels et ce qui compte vraiment pour nous. La beauté de cette règle stoïcienne réside dans sa libération. Plus besoin de courir après tous les succès que la société nous présente comme désirables. On peut choisir délibérément des buts plus modestes en apparence, mais profondément nourrissants. Comme le disait Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Nos valeurs sont cette boussole intérieure. Pratiquement, comment faire? Commencez par lister ce qui compte vraiment pour vous. La famille, la créativité, la justice, puis, pour chaque objectif important, demandez-vous comment il sert ces valeurs. Un projet professionnel devrait vous permettre d'exprimer vos talents, pas juste d'empiler des chiffres. Une relation devrait vous élever, pas juste combler une solitude. Le paradoxe, c'est que lorsque nos actions sont alignées avec nos convictions, nous devenons paradoxalement plus efficaces. L'énergie n'est plus gaspillée en conflits intérieurs. Même les obstacles deviennent des occasions de renforcer notre engagement. Comme un arbre dont les racines profondes lui permettent de croître droit malgré les tempêtes. Attention cependant, cet alignement n'est pas figé. Nos valeurs évoluent avec l'âge et les expériences. Ce qui avait du sens à 20 ans peut sembler vide à 40 ans. La pratique stoïcienne inclut de réévaluer régulièrement ses buts à la lumière de ses convictions actuelles. C'est un processus dynamique, pas une fixation rigide. Quand vous vous surprenez à poursuivre un but par habitude ou pression sociale, arrêtez-vous. Rappelez-vous la célèbre maxime stoïcienne. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Cette simplicité radicale peut transformer toute une vie. Vos objectifs deviennent alors non pas des fardeaux, mais l'expression naturelle de qui vous êtes. Au final, cette règle stoïcienne nous offre un critère infaillible pour nos choix. Est-ce que cet objectif me rendra plus humain, plus entier, plus vrai? Si la réponse est non, aussi brillant soit-il, il ne mérite pas notre vie. Car comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui compte. Choisir ses batailles en accord avec son âme, c'est la plus grande sagesse. L'alignement entre nos objectifs et nos valeurs fonctionne comme un filtre précieux. Face à chaque décision importante, demandez-vous, ce choix me rapproche-t-il de la personne que je veux être? Les stoïciens pratiquaient cet examen de conscience quotidiennement. Un objectif mal aligné est comme une rame qui tire dans le mauvais sens. Il vous épuise sans vous faire avancer. À l'inverse, quand vos buts résonnent avec vos convictions profondes, chaque effort prend du sens. Même les difficultés deviennent supportables car elles servent une cause qui vous dépasse. C'est cette cohérence intérieure qui transforme les épreuves en initiation plutôt qu'en punition. La vie devient alors un cheminement plutôt qu'une série d'obstacles arbitraires. Nos sociétés modernes nous bombardent de modèles de réussite tout faits. Le stoïcisme nous invite à résister à cette pression en cultivant notre propre boussole morale. Avant de vous lancer dans un projet, imaginez-vous l'ayant déjà accompli. Ressentez-vous de la fierté ou une étrange sensation de vide? Cette projection est un test infaillible pour détecter les objectifs mal alignés. Les véritables réussites sont celles qui nous font nous lever le matin avec enthousiasme. Elles ne demandent pas d'être justifiées aux yeux des autres. Leur valeur intrinsèque se suffit à elle-même. L'histoire regorge d'exemples de réussite qui ont mené au désespoir. Ces PDG dépressifs au sommet de leur carrière, ces artistes célèbres qui se sentent vides. Leur erreur commune,
avoir confondu l'échelle sociale avec leur échelle personnelle de valeurs. Le stoïcisme propose une alternative radicale, définir son propre système d'évaluation. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? La reconnaissance? La croissance personnelle? Le service aux autres? Une fois ces valeurs claires, chaque objectif peut être passé au crible de ce filtre. Cette pratique demande du courage car elle remet en question les normes sociales. Mais elle offre en échange une liberté et une authenticité inégalées. L'alignement valeur-objectif agit comme un puissant antidote au burn-out. Quand vous travaillez pour quelque chose qui vous tient à cœur, la fatigue devient différente. Elle est temporaire, comme celle du sportif qui s'entraîne pour une compétition importante. À l'inverse, poursuivre des buts inauthentiques épuise l'âme autant que le corps. Les stoïciens comparaient cela à un arbre qui tenterait de pousser à l'envers. Toute son énergie serait gaspillée dans une lutte contre sa propre nature. Apprendre à distinguer nos vrais désirs des conditionnements sociaux est donc une compétence vitale. Cette lucidité est peut-être le cadeau le plus précieux de la philosophie stoïcienne. La pratique quotidienne de cet alignement commence par de petites choses. Avant de dire oui à une nouvelle activité, posez-vous un instant. Est-elle en harmonie avec vos priorités profondes? Nous gaspillons souvent nos énergies dans des projets secondaires par simple habitude. Les stoïciens recommandaient de faire régulièrement le tri dans ses engagements. Comme un jardinier qui élaguerait les branches mortes pour favoriser la croissance des plus belles. Cette discipline du non stratégique est libératrice. Elle permet de concentrer ses forces sur ce qui compte vraiment. Dans les relations aussi, l'alignement est crucial. Certaines amitiés ou relations professionnelles nous tirent vers le bas. Non par malveillance, mais simplement par incompatibilité de valeurs. Le stoïcisme ne recommande pas de fuir ces relations, mais d'en être conscient. Savoir qu'une personne ne partage pas nos priorités permet d'adapter nos attentes. Nous pouvons alors apprécier ce que la relation offre réellement, sans projeter dessus des espoirs qui ne pourront être comblés. Cette lucidité évite bien des déceptions inutiles. L'argent est un domaine où l'alignement est particulièrement traître. Combien de gens sacrifient leur santé ou leurs relations pour accumuler des richesses, pour finalement découvrir que l'argent ne comble pas ce qu'ils cherchaient vraiment. Le stoïcisme ne condamne pas la richesse, mais interroge son usage. Est-elle un moyen au service de vos valeurs ou une fin en soi? Cette simple question peut transformer complètement votre rapport à l'argent. Elle permet de gagner avec sérénité et de dépenser avec sagesse. Car chaque euro devient alors l'expression concrète de vos priorités. Les échecs prennent une toute autre couleur sous cet éclairage. Quand un projet aligné échoue, la leçon est précieuse. Elle concerne l'exécution, pas le but lui-même. À l'inverse, la réussite d'un projet mal aligné laisse un goût amer. Les stoïciens conseillaient de réévaluer régulièrement ses objectifs. Non pas par instabilité, mais par honnêteté envers soi-même. Ce qui faisait sens à un moment de notre vie peut devenir vide plus tard. Reconnaître cette évolution est une marque de sagesse, non d'inconstance. La mort, thème central de la réflexion stoïcienne, offre une perspective cruciale. Imaginez votre dernier jour. Quels objectifs seriez-vous heureux d'avoir poursuivis? Cette pensée n'est pas morbide, elle est libératrice. Elle agit comme un tamis qui ne laisse passer que l'essentiel. Tant de projets qui nous semblent urgents aujourd'hui apparaîtraient futiles à ce moment. À l'inverse, les buts vraiment alignés avec nos valeurs gagneraient en éclat. Cette pratique de la perspective finale est un outil puissant de clarification. Elle nous ramène inlassablement à nos véritables priorités. Enfin, l'alignement valeur-objectif est un processus dynamique. Nos valeurs évoluent avec l'âge et les expériences. Ce qui était important à 20 ans peut sembler secondaire à 40 ans. La sagesse stoïcienne consiste à accepter ces transformations. Sans regret pour les anciens objectifs, sans crainte pour les nouveaux. Comme un arbre qui adapte sa croissance aux saisons sans perdre son essence. Cette flexibilité dans la constance est le paradoxe vivant du stoïcisme.
Elle seule permet de naviguer les changements de la vie sans perdre son cap intérieur. Règle 8. Intégrité face aux tentations. La vie nous teste constamment par des tentations subtiles. Ce dessert supplémentaire alors qu'on a décidé de manger sainement, cette petite tricherie qui pourrait nous avantager, cette occasion de mentir pour éviter un conflit. Ces choix apparemment insignifiants sont en réalité des pierres angulaires de notre caractère. Les stoïciens voyaient dans ces micro-épreuves quotidiennes l'équivalent moral d'un entraînement sportif. Chaque résistance réussie renforce notre muscle de l'intégrité. Imaginez votre volonté comme une boussole. Plus vous cédez aux tentations, plus son aiguille devient instable. À l'inverse, chaque fois que vous résistez, l'aiguille se stabilise davantage. Avec le temps, elle pointe invariablement vers votre vraie norme morale, même dans les tempêtes les plus fortes. Ce processus n'est pas spectaculaire, mais cumulatif. C'est la répétition des petits choix justes qui forgent une âme droite. Prenons un exemple concret. Vous trouvez un portefeuille dans la rue. Personne ne vous voit. Le garder serait facile, le rendre demande des efforts. Ce moment de décision est un carrefour moral. Le stoïcisme enseigne que la vraie récompense n'est pas dans l'argent éventuellement gardé, mais dans le renforcement de votre intégrité lorsque vous choisissez de le rendre. Chaque acte d'honnêteté, aussi petit soit-il, est un investissement dans votre estime de vous-même. Les tentations les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont clairement mauvaises, mais celles qui semblent anodines. Un petit mensonge pour arranger les choses, une modeste entorse à nos principes juste cette fois. Ces compromissions apparemment mineures ouvrent la porte à une érosion progressive de notre intégrité. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent difficiles. La discipline stoïcienne propose une méthode simple pour résister, la pause réflexive. Avant de céder à une tentation, arrêtez-vous et demandez-vous, est-ce que cette action me rendra plus fort ou plus faible ? Cette brève interruption crée un espace entre le stimulus et la réponse, où votre raison peut reprendre le contrôle. Avec la pratique, cette pause devient automatique, transformant vos réactions impulsives en réponses réfléchies. Il est crucial de comprendre que résister aux tentations n'est pas une privation, mais une libération. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous éloigne de vos valeurs, vous dites oui à la personne que vous aspirez à être. Les stoïciens comparaient cela à un jardinier qui arrache les mauvaises herbes non par cruauté envers les plantes, mais par amour pour le jardin tout entier. Un piège courant est de croire que l'intégrité est un état permanent qu'on atteint une fois pour toutes. En réalité, c'est une qualité qui doit être réaffirmée à chaque nouveau choix. Comme un muscle, elle s'atrophie si on ne l'utilise pas. La bonne nouvelle, même après des échecs, chaque nouveau choix juste nous remet sur le chemin. Le stoïcisme est une philosophie de la persévérance, pas de la perfection. Pour cultiver cette force, commencez par des petites victoires quotidiennes. Refusez cette deuxième portion, vous levez à l'heure prévue même quand vous pourriez rester au lit, tenir une promesse insignifiante. Ces succès apparemment mineurs construisent la confiance nécessaire pour affronter des défis plus grands. Comme le remarquait Marc Aurèle, l'obstacle devient la voie. En fin de compte, l'intégrité face aux tentations n'est pas une punition, mais le prix d'entrée pour une vie authentique. Chaque fois que vous choisissez ce qui est juste plutôt que ce qui est facile, vous sculptez votre caractère. Et c'est ce caractère, bien plus que les circonstances, qui déterminera la qualité de votre existence. Comme le disait Épictète, premièrement, dis-toi qui tu veux être. Puis fais ce que tu dois faire. Les tentations modernes ont évolué, mais les principes stoïciens restent immuables. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement l'appât du gain ou du plaisir qui nous teste, mais aussi la dopamine facile des réseaux sociaux, la satisfaction immédiate du shopping en ligne ou la tentation de cultiver une image virtuelle parfaite. Les stoïciens nous rappellent que chaque fois que nous choisissons la réalité plutôt que l'apparence, nous renforçons notre ancrage dans le vrai. Cette discipline numérique est devenue une nouvelle frontière de l'intégrité personnelle. Résister au scroll infini pour se concentrer sur une tâche importante est l'équivalent contemporain des exercices de maîtrise de soi des philosophes antiques.
L'environnement joue un rôle crucial dans notre capacité à résister aux tentations. Les stoïciens recommandaient de façonner son milieu pour soutenir ses valeurs plutôt que de compter uniquement sur sa volonté. Si vous luttez contre le grignotage, ne gardez pas de sucreries à portée de main. Si vous voulez réduire votre temps d'écran, placez votre téléphone dans une autre pièce le soir. Cette stratégie proactive n'est pas de la triche, mais de la sagesse pratique. Elle reconnaît que la volonté est une ressource limitée qui doit être soutenue par des structures externes. En organisant votre environnement pour qu'il travaille avec vous plutôt que contre vous, vous multipliez vos chances de succès dans le maintien de votre intégrité. Les excuses que nous nous trouvons pour céder aux tentations méritent une attention particulière. Juste pour cette fois, je le mérite bien, personne ne le saura. Ces justifications semblent anodines, mais minent progressivement notre résolution. Les stoïciens pratiquaient l'honnêteté radicale envers eux-mêmes, refusant ces petits mensonges intérieurs. Ils savaient que chaque fois que nous trouvons une bonne excuse pour transgresser nos principes, nous affaiblissons notre capacité à dire non la prochaine fois. La clé est de reconnaître ces rationalisations pour ce qu'elles sont. Des tentatives de notre esprit de contourner les valeurs que nous avons pourtant choisies. La fatigue et le stress sont les alliés secrets des tentations. Quand nous sommes épuisés, notre capacité de résistance est considérablement réduite. Les stoïciens recommandaient donc de prendre particulièrement soin de soi dans les périodes difficiles. Ce n'est pas le moment d'entreprendre de nouveaux défis de maîtrise de soi, mais plutôt de s'en tenir fermement aux routines qui soutiennent nos valeurs. Reconnaître que notre volonté fluctue selon notre état physique et mental est une forme de sagesse pratique qui évite les échecs inutiles. Prendre soin de son sommeil, de son alimentation et de son équilibre émotionnel devient ainsi un acte d'intégrité envers soi-même. Les tentations sociales sont parmi les plus difficiles à surmonter. Quand tout le monde autour de nous cède à un certain comportement, résister demande un courage particulier. Les stoïciens recommandaient de se préparer à ces situations à l'avance. Imaginez-vous refusant poliment un verre d'alcool supplémentaire lors d'une fête, ou expliquant pourquoi vous ne participez pas à des commérages au bureau. Cette visualisation préalable renforce votre capacité à rester fidèle à vos valeurs, même sous pression sociale. Chaque fois que vous résistez à une tentation collective, vous devenez un peu plus maître de votre propre destin. Le langage que nous utilisons intérieurement influence notre capacité à résister. Dire « je ne peux pas » crée un sentiment de privation, alors que « je ne veux pas » affirme un choix positif. Les stoïciens cultivaient ce discours intérieur affirmatif. Quand vous dites « je ne mens pas » plutôt que « je ne peux pas mentir », vous renforcez votre identité comme personne intègre. Ce subtil changement linguistique transforme la résistance aux tentations, d'une lutte pénible en l'expression naturelle de qui vous êtes. Avec le temps, cette reconceptualisation rend les choix vertueux, de plus en plus automatiques et naturels. Les rechutes font partie intégrante du processus de renforcement de l'intégrité. Les stoïciens ne s'attendaient pas à une perfection constante, mais voyaient chaque échec comme une occasion d'apprentissage. La clé est d'analyser froidement ce qui a conduit à céder, sans complaisance mais aussi sans autoflagellation inutile. Était-ce la fatigue? Une rationalisation? Une pression sociale? Cette analyse honnête transforme l'échec en tremplin pour faire mieux ensuite. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever chaque fois, avec une compréhension plus profonde de ses propres faiblesses. Les bénéfices à long terme de la résistance aux tentations sont souvent invisibles dans l'instant présent. Les stoïciens recommandaient de garder clairement à l'esprit la personne que vous devenez à travers chaque choix. Visualisez la version future de vous-même, plus forte, plus digne de confiance, plus en paix avec ses décisions. Cette projection mentale donne une puissance motivationnelle, bien plus durable que la simple volonté immédiate. Chaque fois que vous résistez à une tentation, vous construisez activement cette meilleure version de vous-même.
Certaines tentations se déguisent en opportunités légitimes. Un avantage professionnel douteux présenté comme stratégique. Une relation inappropriate rationalisée comme spéciale. Les stoïciens excellaient à percer ces illusions. Ils recommandaient d'examiner chaque opportunité à la lumière de cette question. Si tout le monde savait ce que je m'apprête à faire, le ferais-je quand même? Ce test de publicité, comme il l'appelait, révèle rapidement la véritable nature morale de nos choix. Il nous force à aligner nos actions avec nos valeurs les plus élevées, même lorsque personne ne regarde. Enfin, la résistance aux tentations doit être contrebalancée par une célébration consciente des victoires morales. Les stoïciens pratiquaient la gratitude envers eux-mêmes, pour les choix difficiles mais justes qu'ils avaient faits. Prenez le temps de reconnaître quand vous avez résisté à une tentation, même petite. Cette reconnaissance positive renforce les circuits neuronaux, qui vous aideront à faire le bon choix la prochaine fois. Cultiver cette fierté tranquille de ses propres progrès moraux est essentiel pour maintenir sa motivation sur le long terme. L'intégrité, après tout, est un voyage sans fin, mais chaque pas dans la bonne direction mérite d'être honoré. Règle 9. La discipline quotidienne. La vie ne se transforme pas en un jour, mais jour après jour. Les stoïciens comprenaient que la vraie maîtrise de soi se construit dans la répétition silencieuse des mêmes gestes vertueux. Se lever à la même heure chaque matin, tenir ses engagements mineurs, respecter ses routines de travail, ses actes apparemment banals, sont les briques avec lesquelles se bâtit une volonté inébranlable. Ce n'est pas l'intensité occasionnelle, mais la constance quotidienne, qui sculpte progressivement notre meilleur nous-mêmes. Imaginez un sculpteur travaillant le marbre. Ce n'est pas un coup de ciseau spectaculaire qui crée l'œuvre, mais des centaines de petits coups précis et patients. Notre caractère se forme de la même manière. Chaque fois que vous choisissez de faire ce qui est juste plutôt que facile, vous taillez une facette de votre être. Avec le temps, ces micro-actions s'accumulent pour révéler la version la plus noble et la plus forte de vous-même. Les stoïciens comparaient la discipline quotidienne à un jardin. Si vous négligez d'arroser vos plantes un seul jour, peu importe, elles ne mourront pas. Mais une négligence répétée transforme le jardin en désert. Inversement, un petit soin quotidien produit une abondance surprenante. Il en va de même pour nos vertus, elles s'épanouissent. Par une attention régulière, modeste mais ininterrompue. Le matin est un moment sacré pour les stoïciens. Ces premières heures déterminent souvent le ton de la journée entière. Une routine matinale simple mais intentionnelle, méditation, lecture inspirante, planification de la journée, agit comme un ancrage moral pour les heures à venir. Ce n'est pas la durée qui compte, mais la régularité. Même 5 minutes consacrées à se recentrer chaque matin produisent des effets transformateurs sur le long terme. Les échecs font partie intégrante du processus. Un jour sans, 2 jours sans. L'important est de toujours reprendre. Les stoïciens voyaient dans chaque rechute une occasion de renforcer leur détermination plutôt qu'une raison d'abandonner. Comme un enfant qui apprend à marcher tombe et se relève. Nos progrès moraux suivent le même rythme naturel. L'échec n'est pas le contraire de la discipline. Il en est le compagnon inévitable et instructif. La tentation de tout changer d'un coup est souvent contre-productive. Les résolutions radicales du type « à partir de demain, je » échouent généralement parce qu'elles ne tiennent pas compte de notre besoin progressif d'adaptation. La sagesse stoïcienne recommande plutôt d'introduire de petits changements presque imperceptibles, mais maintenus avec une inflexible douceur. C'est ainsi que les habitudes se transforment durablement. Tenir un journal est l'un des outils les plus puissants pour cultiver cette discipline quotidienne. Le simple fait de noter chaque soir 3 actions en accord avec vos valeurs renforce considérablement votre conscience. Cette pratique, chère à Marc Aurèle, crée une boucle vertueuse.
Plus vous remarquez vos petits progrès, plus vous avez envie de progresser. L'écriture devient ainsi un miroir bienveillant mais exigeant de votre évolution jour après jour. La discipline ne doit pas devenir une prison. Les stoïciens distinguaient clairement la rigueur de la rigidité. L'objectif n'est pas de se soumettre à des règles absurdes, mais de se libérer progressivement de l'esclavage, de ses propres impulsions et paresses. Une discipline authentique inclut la souplesse nécessaire pour s'adapter aux circonstances sans perdre son cap. C'est cette combinaison de fermeté et de flexibilité qui caractérise la vraie force de caractère. Les autres ne remarqueront probablement pas vos efforts quotidiens. C'est normal. La véritable transformation est d'abord intérieure. Comme un arbre qui pousse, vos progrès seront invisibles au jour le jour, mais évidents après des mois et des années de constance. Les stoïciens pratiquaient la vertu pour elle-même, non pour la reconnaissance extérieure. Cette motivation intrinsèque est le carburant le plus puissant pour maintenir sa discipline sur le long terme. Commencez aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui. Choisissez une seule petite action en accord avec vos valeurs et répétez-la quotidiennement. Peu importe sa modestie. Ce premier pas enclenchera un processus irréversible. Comme le disait Sénèque, pendant que nous retardons, la vie passe. Chaque jour offre son lot d'occasions de progresser. À nous de les saisir avec une persévérance tranquille. C'est ainsi que se bâtit, coup de ciseau après coup de ciseau, l'œuvre d'art qu'est une vie vertueuse. La discipline quotidienne ressemble à un compte en banque invisible, où chaque petit effort constitue un dépôt. Au début, les intérêts sont imperceptibles, mais avec le temps, ils composent de manière exponentielle. Marcher 30 minutes par jour semble insignifiant, mais après un an, cela représente 182 heures de mouvement. Lire 10 pages chaque soir équivaut à 3650 pages par an, soit une douzaine de livres qui transforment votre perspective. Les stoïciens savaient que c'est cette magie des petits nombres, appliquée avec constance, qui produit des résultats extraordinaires. Notre environnement moderne est conçu pour saper notre discipline. Notifications, divertissement instantané, gratification immédiate. Tout conspire à fragmenter notre attention et notre volonté. Les stoïciens contemporains doivent donc être des architectes de leur propre écosystème de concentration. Désactiver les distractions, créer des espaces dédiés au travail profond. Établir des rituels de transition entre les activités. Ces stratégies défensives préservent notre capacité à maintenir la discipline dans un monde qui valorise la dispersion. La fatigue décisionnelle est l'ennemi secret de la discipline. Plus nous prenons de petites décisions dans une journée, plus notre volonté s'épuise. Les stoïciens contournaient ce piège en établissant des routines qui éliminent les choix superflus. Manger les mêmes petits déjeuners nutritifs, porter des tenues similaires, suivre des horaires fixes pour les tâches récurrentes. Ces automatismes libèrent de l'énergie mentale pour les décisions qui comptent vraiment. Les jours où la discipline est la plus difficile à maintenir sont paradoxalement ceux où elle est la plus précieuse. Quand vous êtes malade, stressé ou découragé, respecter ne serait-ce qu'une infime partie de votre routine devient un ancrage psychologique puissant. Les stoïciens recommandaient de prévoir des mini-routines. Pour ces moments difficiles, une version allégée mais essentielle de vos habitudes normales qui maintient le cap, même dans la tempête. La discipline ne concerne pas que les actions, mais aussi les pensées. Pratiquez quotidiennement l'examen de conscience stoïcien. Analysez ses réactions, identifiez ses jugements erronés. Cultiver des perspectives plus sages forge progressivement une mentalité plus équilibrée. Comme un muscle mental, cette pratique devient plus naturelle avec le temps, transformant notre dialogue intérieur en allié plutôt qu'en ennemi. Cette discipline cognitive invisible est peut-être la plus transformatrice de toutes.
Les rituels du soir complètent ceux du matin. Passez en revue sa journée avec bienveillance mais lucidité. Notez ce qui a fonctionné et ce qui pourrait être amélioré. Préparez intentionnellement le lendemain. Ces pratiques stoïciennes créent une boucle vertueuse, où chaque jour apprend au suivant. Ce n'est pas un exercice de culpabilité, mais d'apprentissage. Une façon de rendre hommage à la journée écoulée et d'honorer celle à venir. La discipline partagée est une puissante multiplicateuse de force. Trouvez un partenaire avec qui partager ses progrès. Même virtuellement, crée une saine émulation. Les stoïciens de l'Antiquité correspondaient régulièrement pour discuter de leurs défis et réussites. Cette pratique transforme la discipline solitaire en chemin commun, où les moments de doute de l'un sont contrebalancés par la détermination de l'autre. Les outils numériques modernes peuvent paradoxalement devenir des alliés de la discipline stoïcienne. Des applications de suivi d'habitude au rappel philosophique. La technologie bien utilisée renforce plutôt qu'elle n'affaiblit notre capacité à maintenir nos routines. L'astuce consiste à en faire des serviteurs de nos intentions, et non des maîtres de notre attention. Comme le notait Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Les saisons de la discipline varient naturellement. Il y aura des périodes d'intense productivité, et d'autres où le maintien des bases suffira. Les stoïciens observaient les cycles de la nature, pour se rappeler que toute croissance comporte des phases. L'important est de ne jamais abandonner complètement, même lors des replis nécessaires. Cette perspective à long terme prévient le découragement, face aux fluctuations normales de notre énergie. Enfin, la discipline doit toujours servir une vision plus grande. Ce n'est pas une fin en soi, mais un moyen de réaliser ce qui compte vraiment pour nous. Posez régulièrement la question « Pourquoi est-ce important ?» Revigore notre motivation lorsque la routine devient fastidieuse. Les stoïciens maintenaient toujours en vue leur objectif ultime: vivre en accord avec la nature et la vertu. Cette boussole intérieure transforme la discipline d'une contrainte en un chemin de liberté authentique. Règle 10. L'exemplarité silencieuse. Le monde est saturé de discours moralisateurs, mais affamé d'exemples concrets. Les stoïciens comprenaient qu'une vie bien vécue est le sermon le plus éloquent qui soit. Quand vous ramassez un déchet dans la rue sans audience, quand vous rendez un service sans attente de reconnaissance, vous écrivez dans le grand livre invisible de la vertu. Ces actes silencieux tissent une tapisserie morale, bien plus puissante que 1000 belles paroles. Imaginez deux arbres, l'un agite bruyamment ses branches, l'autre pousse tranquillement vers le ciel en offrant ses fruits. Lequel inspire le plus de respect? Notre époque confond souvent volume et valeur. Mais la sagesse stoïcienne nous rappelle que l'influence réelle vient de la profondeur de nos racines et de la qualité de nos fruits. Votre manière d'écouter attentivement, votre constance dans les petites tâches ingrates, votre calme face aux provocations, voilà ce qui marque véritablement les esprits. Les enfants n'apprennent pas nos leçons verbales. Ils imitent nos comportements observés. Cette vérité s'applique à toutes nos relations. Quand vous maintenez votre calme dans le chaos, quand vous persévérez face à l'échec, vous offrez un modèle bien plus convaincant que tous les discours sur la résilience. Les stoïciens savaient que nous enseignions principalement par ce que nous sommes, bien plus que par ce que nous disons. Le paradoxe de l'exemplarité silencieuse est qu'en cessant de vouloir impressionner, on devient véritablement impressionnant. Quand vous arrêtez de chercher des témoins à vos bonnes actions, vous commencez à agir pour la seule bonne raison, parce que c'est juste. Cette pureté d'intention, invisible aux yeux du monde, finit paradoxalement par rayonner avec plus de force que toutes les démonstrations calculées de vertu. Dans nos vies hyperconnectées, le silence est devenu une forme rare et précieuse d'authenticité. Restez fidèle à ces principes quand personne ne regarde. Refusez de participer au commérage même en privé.
Maintenir ses standards éthiques dans les détails insignifiants. Ces choix discrets construisent une intégrité qui finit par se remarquer sans avoir besoin de se montrer. Comme le notait Marc Aurèle dans ses pensées. La qualité d'une vie dépend de la qualité de ses pensées. L'exemplarité silencieuse est particulièrement cruciale. Dans les positions d'autorité, un leader stoïque comprend que son attitude est 1000 fois plus parlante que ses directives. Arriver le premier et partir le dernier. Partager les difficultés plutôt que les privilèges. Rester humble dans le succès. Ces comportements inspirent une loyauté et un respect qu'aucun discours enflammé ne pourrait susciter. La constance dans les petites choses est le véritable test. Être aimable avec les serveurs, respectueux envers les inconnus, attentionné envers ceux qui ne peuvent rien nous apporter. Voilà où se révèle notre caractère véritable. Les stoïciens insistaient sur ces tests quotidiens invisibles, sachant qu'une vertu qui ne s'applique pas aux détails n'est souvent qu'une façade creuse. C'est dans ces micro-moments sans gloire que se forge une authenticité durable. L'influence silencieuse opère comme une pierre jetée dans l'eau. Ces cercles s'étendent bien au-delà de ce qu'on peut percevoir. Votre manière de traverser une difficulté personnelle, votre façon de traiter ceux que la société ignore, votre constance dans l'adversité, tous ces actes plantent des graines invisibles, qui peuvent germer dans des cœurs bien après que vous ayez oublié les avoir semés. Le monde moderne tente de nous convaincre que seuls les actes spectaculaires comptent. Les stoïciens savent le contraire. Ce sont les petites actions répétées qui tissent la véritable trame de notre caractère. Ramasser ce papier par terre, dire merci sincèrement, respecter ses promesses les plus banales. Ces gestes apparemment insignifiants sont les fondations invisibles d'une vie vertueuse. En fin de compte, l'exemplarité silencieuse est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes. Quand nous agissons selon nos principes sans audience, nous renforçons notre estime intérieure et notre paix personnelle. Comme le disait Épictète, premièrement, dis-toi qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette congruence entre être et faire, voilà l'essence même de la sagesse stoïcienne.